Bien bonjour, bon déjà merci beaucoup de m'avoir invité, surtout que bon, moi j'ai absolument aucune légitimité, c'est-à-dire que je mets des noms pour dire que j'ai fait des trucs dans le passé, mais enfin je vais parler de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que j'ai fait dans le passé, c'est quand même aussi par goût. Donc j'ai mis que, pour me présenter très rapidement, que je venais de Winter Voices et de Paris 1. Winter Voices parce que c'est le seul jeu auquel j'ai participé en tant que game designer dans le passé, qui a été un échec magistral, mais en même temps une expérience très intéressante. Je suis Paris 1 parce que c'est là que j'enseigne. Donc aujourd'hui, je voudrais parler donc essentiellement de problèmes de représentation du monde via les jeux vidéo, mais via autre chose que ce qu'on appelle généralement les représentations, c'est-à-dire la représentation visuelle, les rôles qui sont distribués, et ainsi de suite. Je voudrais m'intéresser en fait essentiellement à comment les choix de game design, les choix d'expérience qu'on propose aux joueurs, et ainsi de suite, contribuent aussi à soit façonner, soit propager une certaine vision du monde. Je reviendrai, si vous voulez, un peu plus tard sur les questions méthodo et la légitimité de ce questionnement-là. On va entrer un peu dans le vif du sujet, histoire d'avoir des jeux et des choses un peu concrètes à voir pour commencer. Alors, bon, je mets quand même deux remarques préliminaires. Premièrement, je ne vais pas parler de MMO. Pour quelle raison je vais parler de MMO? Parce que c'est pas intéressant, au contraire, c'est même le cadre naturel dans lequel cette réflexion s'opère. Mais en fait, parce que ces réflexions sur les MMO, à mon avis, viennent dans un second temps. Parce que ça fait appel à des problèmes plus compliqués qui mélangent des éléments vraiment sociologiques sur les interactions entre les individus qui jouent au MMO, et on n'est plus dans la simple interface humain-machine. Logiquement, quand je parle de ça, il y a généralement deux temps. C'est-à-dire que je commence par parler de ça sur les jeux de salon, enfin les jeux qu'on fait seul face à sa machine ou en petit groupe. Puis on essaie de réfléchir un peu ensemble sur comment on pourrait faire pour faire les choses différemment, les faire mieux. Et assez rapidement, on a envie de rentrer dans le cadre du MMO. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé, on peut à mon avis quand même faire ça un petit peu dans le cadre du jeu traditionnel. Et surtout, une fois qu'on en est arrivé là, on peut se poser les questions de qu'est-ce que permet vraiment le support multijoueur et quels sont les problèmes qui naissent ou qui subsistent et pourquoi en fait toutes les bonnes intentions qu'on aura envie de mettre dans notre recette ne marchent pas forcément au moment où un MMO sort. Voilà. Donc, je ne vais pas parler de MMO. Et par ailleurs, ma culture vidéoludique est quand même assez limitée, hein, je préviens tout de suite. Donc il est très probable que pour toutes les choses que je dis, on peut sortir 4 contre-exemples et ainsi de suite. Donc je me base essentiellement sur des choses qui sont, sur des jeux qui sont assez mainstream, qui sont très distribués, et je suis vraiment convaincu qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui échappent à cette définition, et heureusement, puisque c'est aussi le but de ce que j'essaie de faire, de faire des jeux un peu autrement. Alors, je voulais pas parler des représentations d'individus, des représentations de groupes, etc., parce que je pense que vous êtes déjà assez sensibilisés, j'ai vu ce que vous avez vu comme conf précédemment, bon après je ne sais pas qui vient à quoi, mais vu que c'est public, et puis histoire d'être sûr qu'on part d'une base commune, je vais quand même faire une petite première partie dans laquelle on discute de la façon dont les jeux vidéo photographient et animent le réel, avant de s'intéresser aux mécanismes vidéoludiques spécifiques. Essentiellement, qu'est-ce que le jeu vidéo, de ce point de vue-là, a en commun avec les autres médias, par exemple. Alors je vais commencer par un truc très très facile, hein, je le fais toujours aux étudiants, je vais vous faire passer une série d'images, et puis on va très très rapidement voir quels sont les problèmes. Bon, est-ce qu'il y a besoin que je les remette ou vous avez vu l'idée? On se remet un petit coup. Alors je ne sais pas si vous avez joué à tous les jeux. Vous remarquez qu'il s'agit exclusivement de jeux mainstream, hein, c'est comme ça que j'ai choisi. En fait, en termes de méthodologie, j'ai tout simplement fait Google 50 jeux vidéo les plus vendus, et j'ai viré tous les jeux dont les personnages principaux étaient des cartoons ou des animaux ou des trucs comme ça. Et parmi ceux-là, j'en ai pioché une vingtaine au hasard. Une vingtaine de personnages principaux au hasard. Bon, alors, qui se lance sur les évidences? Ouais. Voilà, donc fondamentalement, premièrement, on voit quasiment que des mecs. Il y a une fille que vous avez vu passer.
En fait, il y en a une deuxième qui a été coupée à la vidéo, qui n'a pas été tirée au sort, c'était l'héroïne de Metroid. Mais sinon, il n'y a quasiment que des mecs. Quoi d'autre? Il n'y a aucun noir. Ouais. Valorisation? Ouais, il y a une valorisation, on va dire, d'attributs, de certains attributs masculins. Voilà. Donc le muscle, le gros gun, le regard dur, l'impassibilité face aux scènes d'horreur qu'il y a tout autour, la détermination. Voilà, il y a effectivement une emphase sur la violence comme moyen d'action. On se dit que... Alors, c'est peut-être un préjugé d'intention, hein, quand on n'a pas joué au jeu, ça se trouve, il faut juste de la culture physique pour pouvoir faire des défilés. Bon, mais si on a un peu joué au jeu, on se doute que quand même, globalement, il tatane. Oui? Ah, pardon. Ouais. Ah oui, que je répète les questions? D'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, aucun noir, je vais dire d'une façon générale, aucune personne racisée, hein, pratiquement. Alors là, c'est un peu triché parce que j'ai choisi, pour Street Fighter, il y en aurait eu. En réalité, j'ai vraiment fait au hasard. Dans le sample, il y avait quand même 2 personnes de couleur brune, une qui venait de GTA, et qui faisait forcément un bad guy, et une autre qui était un champion de football américain. Vous reconnaîtrez peut-être le jeu, moi c'est un jeu que je n'ai pas joué. Donc oui, effectivement, la seule fille qui par ailleurs, vous avez remarqué, n'est pas exactement dans la même attitude virile que les autres, hein, la fameuse pose où on peut à la fois voir les seins et les fesses. Puis bon, il y a pas mal de choses qu'on pourrait rajouter. Par exemple, vous prenez Prince of Persia, vous avez un mélange, vous arrivez à mélanger à la fois l'orientalisme et en même temps une représentation extrêmement occidentalisée du personnage. Enfin, la plupart des Iraniens que je connais ne ressemblent pas à ça, globalement. Donc voilà. Ça fait partie des biais de représentation, je pense, qui, à l'heure actuelle, sont quand même bien documentés. Oui? Ça se voit moins dans ces images-là, mais c'est très parlant pour ce que je recherche. C'est la diversité des body types masculins comparativement à ceux des femmes. Oui, donc ce que tu dis, c'est que effectivement, dans les jeux vidéo, souvent les body types effectivement des hommes ont une certaine diversité. Notamment, il y a le type musclé, le type adolescent, etc. Alors que pour les femmes, le corps est extrêmement très stéréotypé. C'est pas seulement la posture, c'est aussi et souvent disproportionné par ailleurs. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres choses, par exemple sur les costumes, qui ne sont pas là pour mettre la même chose en valeur chez un homme et chez une femme, hein, avec les systèmes des armures qui sont de plus en plus légères au fur et à mesure que vous progressez de niveau quand vous êtes une femme, et de plus en plus lourdes quand vous êtes un homme. Donc voilà, tout ce genre de choses, on pourrait faire toute une séance là-dessus, d'ailleurs je pense que ça a déjà été fait. Je vais juste résumer rapidement. Donc, on va dire que essentiellement ça se range dans 2 catégories, la catégorie déficit de représentation et la catégorie stéréotype. Donc déficit de représentation, bah, effectivement, pas ou très peu de femmes, de racisées, bon, je ne parle même pas des questions d'orientation sexuelle, puisque de toute façon elles sont généralement niées, mais quand c'est des orientations sexuelles institutionnalisées, c'est généralement des représentations hétérosexuelles, donc via des mariages, je ne parle pas de scènes de reproduction. Ce qui pose en fait tout un tas de problèmes par rapport à la réception qui va en être faite et, on va dire, aux préjugés que ça contribue, ou d'une façon générale, aux construits sociaux que ça contribue à perpétuer. Le premier problème, c'est le problème d'identification. Quand vous jouez à un jeu vidéo, quand vous regardez un film, et là, tout ce que je dis, évidemment, serait valable tout autant pour le cinéma, la littérature. C'est pas vraiment pas spécifique aux jeux vidéo, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez envie de vous identifier au héros. À la limite, dans un film, parfois, vous avez le choix entre plusieurs personnages entre lesquels vous pouvez naviguer. Bon, vous allez me dire, dans les jeux, parfois, on peut switcher entre plusieurs personnages pour personnaliser son expérience. Hein, comme le jeu, on peut prendre à peu près un homme et une femme qui sont à peu près équivalents, mais ce qui reste quand même plutôt minoritaire dans l'ensemble des publications. Donc, vous êtes amené à vous identifier essentiellement à un homme blanc, cis, baraqué, dans la trentenaire, mâchoire carrée, enfin tout ce que vous voulez, quoi, qui résout les problèmes par la violence et qui a une confiance inébranlable dans son rôle de sauveur de l'humanité et la place qui lui est due sur cette terre.
Du coup, ça vous pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire, est-ce que, si vous ne faites pas partie de cette catégorie-là, comme le cas de beaucoup de joueurs, la majorité des gens qui ont eu un jeu vidéo entre les mains, je pense, soit vous sentez rejeté, soit vous allez tenter tant bien que mal de vous identifier à ce personnage qui n'est pas vous. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup, que cite Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. Donc Frantz Fanon, qui est donc un écrivain martiniquais, qui a un parcours assez compliqué que je ne vais pas détailler ici, mais qui a beaucoup écrit essentiellement sur des questions sur le colonialisme, l'identité coloniale, entre autres choses. Frantz Fanon racontait quand il était jeune en Martinique, il avait accès à des petits illustrés, comics quoi, dont tous les personnages héroïques étaient blancs et dont tous les méchants étaient noirs, globalement. Donc pour lui, dans sa construction compliquée d'identité de Martiniquais, parce que vous savez que c'est extrêmement compliqué, extrêmement ramifié, la question raciale en Martinique, bah lui, il n'y a pas de doute, il était blanc, quoi. C'était pas la question, le héros était blanc, donc lui, il était blanc, et il avait une vision extrêmement raciste de l'Africain qui était associée au noir. Et ça lui posait aucun problème, il se pensait complètement comme ça, et puis un jour, il est venu en métropole pour finir ses études, et il s'est rendu compte qu'il était devenu la cible du racisme. Et ça a été une étape de sa prise de conscience. Il y a la question de l'autocensure sociale. Bah oui, évidemment, hein. L'exemple typique, c'est les rôles féminins, par exemple. Où si on vous propose que des rôles de princesse à sauver, quand vous êtes une femme, hein, donc d'individus passifs, de métiers de care, de support, enfin de choses comme ça, c'est plus difficile de vous penser une représentation du monde dans laquelle bah, vous êtes la personne qui est leader de sa propre vie et de sa communauté, de convoiter des professions, des occupations qui sont jugées plus masculines par l'ensemble des médias, y compris donc les jeux vidéo. Encore une fois, c'est pas pour dire que les jeux vidéo ont inventé ça, évidemment. Il y a un aspect cyclique dans reproduction plus ou moins intentionnelle de la réalité par les mécanismes de jeu qui perpétue. C'est de la reproduction de représentation. Ça conduit aussi à des ségrégations culturelles, c'est-à-dire essentiellement de l'établissement de produits, de productions qui sont destinés à certains types de publics, et potentiellement produits par certains types de travailleurs, mais pas forcément. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Typiquement, quel est l'archétype, à votre avis, de la ségrégation culturelle dans le domaine du jeu vidéo? Un truc que les gens aiment vraiment pas. Non, le jeu vidéo pour filles, typiquement. Vous créez des produits qui sont ciblés pour un certain type de public. Et du coup, vous y plongez vos propres stéréotypes de ce que ces personnes-là devraient aimer. Vous créez une niche, voilà, ça doit être rose, il doit y avoir des poneys, ça doit être sympa. Et donc, vous arrivez à une ségrégation, en fait, de différents types de production culturelle par public. Exactement comme à Hollywood, vous avez un cinéma racisé depuis la création d'Hollywood. Et bon, d'autres, ou qu'en littérature, vous avez de la littérature pour pauvres et de la littérature élitiste, ce genre de choses. Et puis, vous avez la construction de réalités fantasmées. Quelque chose, bon, effectivement, qu'on voit beaucoup dans le cinéma, mais pour lequel le jeu vidéo marche assez bien aussi. Si vous allez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, il y en a parmi vous qui sont déjà allés au Texas, par exemple? Moi pas, hein, c'est juste par où hier. Donc si vous êtes baladé dans les grandes villes du Texas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris quand vous êtes arrivé? Non, peut-être pas. Peut-être que vous étiez déjà conscient. En fait, la plupart des gens, quand on leur pose la question, vous leur dites Dallas, Houston, ils pensent une ville avec des blancs et des latinos. En fait, la majorité de la population est noire dans les villes du Texas, dans les villes. Mais c'est pas du tout la production culturelle du Texas qu'on nous vend à Hollywood ou dans via divers médias. On se crée des univers dans lesquels tout un tas de gens sont absents, et du coup on trouve normal qu'ils soient absents. Finalement, s'ils y viennent, ça devient un peu suspect. Donc on a toute une logique d'exclusion par le fait que la présence de gens devient incongrue. On n'est plus dans l'autocensure, on est dans la censure du groupe sur les individus qui voudraient en faire partie. Et puis il y a les stéréotypes. Et les stéréotypes, ils agissent sur toutes ces choses-là, évidemment. Les stéréotypes, c'est que, typiquement, quand vous allez avoir une femme, elle va avoir tel ou tel rôle. Quand vous allez avoir un individu racisé, il va avoir tel ou tel rôle. Donc, soit criminel, ou alors plutôt le sidekick sympa, le mec qui fait des blagues, quoi d'autre, le soigneur, ou alors, à la limite, l'officiel qui est plutôt sympa et qui va aider le héros, mais enfin, quand même pas lui qui, dans l'action, va se retrouver aux commandes.
Et donc toutes ces choses-là, en fait, les problèmes d'identification se reposent pour les stéréotypes. À quel stéréotype? Est-ce que je veux m'identifier au stéréotype de mon personnage, ou est-ce que je veux m'identifier à un personnage qui ne correspond pas à ce que le reste de la réalité me renvoie? Au niveau de l'autocensure, donc quelle autocensure, genre je peux faire, mais si je peux faire, dans quelle sous-catégorie je vais aller? Genre je suis une femme, je vais jouer aux vidéos, ok, c'est déjà une première étape, mais est-ce que je vais systématiquement faire des rôles de healer dans les jeux vidéo? Vous savez que statistiquement, il y a un biais, quoi. Et, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple le besoin de mise en conformité, c'est-à-dire la volonté de faire, en quelque sorte, se conformer la réalité qu'on va vivre à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a perçu, et les schémas de peur. Pour moi, le schéma de peur typique, ça va être quand vous jouez, je ne sais plus, c'est lequel, il y a un Resident Evil qui se passe en Afrique, je sais pas si... C'est le 5. Vous avez tous vu, enfin, je n'ai pas tous vu, parce que moi je dis ça. Vous avez sans doute, certains d'entre vous ont vu la scène d'introduction, où vous avez cette espèce de masse terrifiante, ou globalement de noir égale zombie, hein, qui est quand même un des propos du truc. Et vous avez le héros mâle, blanc, etc., qui va essayer de sauver l'humanité de la catastrophe qui est en train de se dérouler. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, je pense qu'on renvoie régulièrement cette idée que il existe des groupes qui vont naturellement être en charge, naturellement dans des rôles de gentils, puis d'autres qui vont être naturellement dans des rôles de méchants. C'est pas un hasard si, globalement, dans Modern Warfare, comme dans les précédents Call of Duty, les méchants correspondent évidemment à des catégories qui sont considérées comme des méchants politiquement dans le reste des médias. Vous dites, oui, mais c'est logique, les gens veulent vendre. Les gens qui font des jeux vidéo veulent vendre. S'ils avaient fait un jeu dans lequel le héros était un soviétique qui voulait renverser les États-Unis en faisant la révolution, ils ne l'auraient pas vendu. C'est sûr. Mais il y a toujours une responsabilité qui est cyclique dans le genre, qui est, si je ne fais pas un pas pour changer les choses, je ne fais que renforcer les stéréotypes, et finalement, je deviens complice de la reproduction de... Ah, par contre, je veux bien que tu me remettes le mot de passe. De la reproduction de ces éléments discursifs, normatifs, que je m'abstiens de dénoncer et de modifier, même dans une certaine marge. Bon, voilà. Le but, c'est pas de faire la conf là-dessus, mais est-ce qu'il y a des grosses objections, des questions par rapport à ça? Ouais. Ouais. Donc, effectivement, ce que... Ouais. Alors, ce que tu me dis, donc, si j'ai bien compris, c'est que quand on joue à un jeu, on n'est pas dans l'identification absolue en permanence, mais qu'on a différents niveaux de lecture par rapport à est-ce qu'on est la personne, est-ce qu'on est quelqu'un qui joue la personne, est-ce que... je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, mon point n'est pas de dire qu'il va y avoir quelque chose qui est automatique. Ce que je veux dire, c'est que ça induit un biais de représentation. On prend les modèles où on peut, quand on se construit un univers mental. On prend des modèles où on peut, donc dans les jeux vidéo, dans les bouquins pour enfants, dans les choses comme ça. Et évidemment, moi, quand je lis à mon fils Petit loup dit toujours non, je ne prends pas à la lettre dans le rôle du père loup avec tous les attributs. Il n'empêche que je suis en train de lire le truc, donc je me mets en condition dans le personnage, et j'agis de façon relativement conforme aux attentes qui peuvent exister vis-à-vis de ce type de personnage. Je pense qu'on ne peut pas penser que le spectateur est en permanence complètement neutre vis-à-vis du média culturel qu'il a en face de lui. Oui. D'accord. Alors moi, je pense que c'est un problème. Donc vous pensez que c'est pas un problème. Moi, je pense que c'est un problème, et je propose que du coup on revienne peut-être sur cette discussion plus tard en discussion pour rentrer dans. Donc maintenant, je voudrais vous parler plutôt de mécanique de game design, et je vais être méchant avec des jeux que j'aime bien. Oui.
pardon, ça fait des... Donc, est-ce que tout le monde reconnaît le jeu qui est à l'écran? Est-ce que tout le monde a joué à Civilization, à un des civilisations dans sa vie? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas du tout ce qu'est Civilization et qu'il faut que je le présente rapidement? Non? Oui? Donc Civilization, essentiellement, c'est un très vieux jeu, hein, qui a pour objectif de vous permettre d'incarner à travers l'histoire complète de l'humanité une civilisation, d'où le nom. Donc vous commencez, à l'origine c'était en moins 4000 avant Jésus-Christ, puis ensuite il y a des tours de jeu successifs, et à chaque tour de jeu, votre population croît, vous faites des découvertes scientifiques, vous pouvez déplacer vos unités pour aller conquérir les villes voisines, voilà, et ainsi de suite. C'est un jeu qui a été un des précurseurs du genre, et qui a eu un énorme succès commercial, qui évidemment ne prétend pas à un réalisme historique. Hein. Dès le départ, vous êtes en moins 4000, vous avez des Américains et des Zoulous en train de se taper au milieu de l'Égypte. C'est pas tellement la question, c'est pas ce que j'appellerais un jeu historique, mais c'est néanmoins un jeu qui vise à copier un certain nombre d'aspects de la réalité sociale et historique de façon à créer du gameplay intéressant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et aussi, effectivement, à reprendre des codes historiques. Par exemple, vous pouvez voir ici sur la vision d'écran, vous avez des unités militaires qui sont proposées au recrutement. Ils ont essayé de prendre des unités qui collent à des unités historiques de façon à donner aussi une ambiance historique et qui peut être générateur de plaisir pour le joueur ou la joueuse. La carte, vous pouvez le faire soit sur des cartes historiques, soit sur des cartes fantasmées, et ainsi de suite. Alors, j'ai plein de trucs où j'ai envie de dire du bien de Civilization. J'ai envie de dire du bien de Civilization, déjà par rapport aux représentations, puisque c'était un des premiers jeux grand public dans lesquels on pouvait tout aussi bien jouer un Européen qu'un Asiatique, un Africain, un Amérindien. Même si au départ il y avait quand même un certain européocentrisme, même ce biais s'est globalement corrigé plutôt au fur et à mesure des éditions. Mais surtout, c'est un jeu qui a développé quand même une réflexion sur des mécanismes économiques et sociaux, bon, certes, pas aussi poussés que ce qu'on a pu faire depuis, qui ont, à mon sens, une véritable portée pédagogique. Ce que vous voyez à l'écran, essentiellement, c'est un écran de gestion de ville. Chaque case représente une zone qui peut être attribuée à une unité de population. Vous pouvez placer donc une unité de population sur cette zone, c'est ce qu'il a fait entourer, auquel cas, à chaque tour, elle produira les ressources qui sont indiquées. Par exemple, ici, 2 nourriture et 2 capacités de production. Pourquoi c'est intéressant? Par exemple, parce que ça permet de faire comprendre une idée qui est très simple, une fois qu'on l'a comprise, mais qui échappe malheureusement à beaucoup d'historiens, c'est qu'un des processus majeurs de l'histoire des civilisations, c'est la génération de surplus agricole. Vous générez du surplus agricole qui vous permet d'entretenir une caste de gens qui peuvent faire d'autres occupations. Et donc, par exemple, dans Civilisation, si vous avez des terrains qui sont suffisamment productifs, qui produisent suffisamment de bouffe pour nourrir tout le monde, vous pouvez attribuer des unités de population à d'autres types de métiers, des artistes, des prêtres, etc. Bon, la gestion des militaires est faite un peu différemment, ça pêche un peu. Mais dans l'ensemble, cette idée en fait d'accumulation et de lien entre l'histoire très matérielle des conditions techniques et la capacité les productions culturelles, scientifiques, par le fait de dégager du temps pour des gens de se consacrer à des travaux d'ingénierie, de réflexion, de recherche et ainsi de suite. Finalement, c'est quelque chose qui est complètement naturel à un joueur de Civilisation, alors qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui est naturel si vous lisez je sais pas moi, un ouvrage de philosophie médiévale, si vous essayez de comprendre à partir des sources primaires comment fonctionne la société médiévale, par exemple. Ces aspects ne seront jamais évoqués. Les questions matérielles sont très très absentes de la plupart des sources qui nous parviennent parce qu'il y a différents biais de sélection des sources historiques. Ce n'est pas les paysans qui écrivent. Vous n'avez pas un texte dans lequel les paysans disent « Grâce à mon dur labeur de cette année, j'ai pu dégager de quoi entretenir un quart du prêtre de la paroisse. » Et pourtant, une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup mieux un certain nombre de mécanismes historiques, par exemple des mécanismes de colonisation, et ainsi de suite. Donc, il y a des trucs qui sont très bien. Mais il y a des trucs qui m'embêtent un peu. Quand vous jouez à ce genre de jeu, ou à SimCity, ou à Age of Empires, ou ça, vous jouez qui? Un chef. Alors, vous jouez les vainqueurs. Il y a plusieurs notions. Il y a la notion de chef, il y a la notion de vainqueur. Quoi, une autre idée? Oui. Vous jouez, on est quasiment de l'ordre du dieu.
Je veux dire, vous êtes une sorte de chef qui vivrait sur l'ensemble de la durée de votre civilisation, qui veillerait sur elle selon un plan de développement qui lui serait profondément profitable, que vous seul connaissez, et vous déplacez allègrement vos individus en disant « Tiens, toi, jusqu'à présent, tu étais en train de travailler au champ, mais je pense que tu ferais un excellent prêtre. » Et vous transformez d'un seul coup 30 000 personnes à Constantinople en prêtres. Donc, oui, vous êtes globalement un dieu. Donc, en tout cas, vous êtes une entité à la fois omnisciente, en tout cas dans le cadre de votre civilisation, parce que ce n'est pas forcément exactement ce qui se passe dans les autres civilisations, omnipotente, dans le cadre des règles du jeu, mais en tout cas très au-delà de ce qu'un humain réel pourrait faire, éternel. Et par ailleurs, l'aspect vainqueur est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'une des motivations du jeu, dans la plupart de ces cas-là, c'est d'éliminer les civilisations adverses. Bon, des fois, par exemple dans Civilisation, vous pouvez avoir des objectifs concurrents, qui seraient par exemple d'avoir un vote à l'ONU prouvant que vous êtes le meilleur gars, ou alors de faire le premier vaisseau spatial. Bon, ça reste de toute façon des éléments de compétition entre civilisations. Ils ne vous proposent pas, finalement, à un moment de vous rendre compte avec... Vous allez voir les Polonais, hein, vous jouez les Turcs, par exemple, et vous dites, en fait, on devrait faire une civilisation commune. Laissons tomber ces barrières absurdes de nationalité, nous partageons tant de choses. Non, vous envoyez des chars et vous les défoncez. Donc, vous êtes, effectivement, dans les vainqueurs, vous êtes vraiment dans une logique, hein, choc des civilisations. Dans l'acceptation la plus générale du terme, hein, pas dans l'acceptation très spécifique de politique américaine qu'on lui donne récemment. Bon, moi ça m'embête un peu. Parce que d'un point de vue éducatif, sur la question de comprendre comment fonctionne l'histoire, comment fonctionne la gestion d'une ville, sans même parler du fait de pouvoir envoyer Godzilla défoncer vos habitants, un des problèmes de SimCity, c'est que vous êtes pareil, cette espèce de dirigeant un peu omnipotent, mais vous avez quelque chose qui limite votre pouvoir. C'est quoi? Alors, l'économie, donc les infrastructures, mais ça, à la limite, ça ne me dérange pas trop. Quoi d'autre? Excusez-moi. Oui, les règles du jeu. Mais, si vous voulez, ça ne va pas trop m'embêter. Ça me paraît assez normal qu'on soit, d'une façon générale, en tant qu'humanité, confronté à des règles du jeu, en quelque sorte. On peut pas... Alors, les autres joueurs, si jamais il y a d'autres joueurs, mais même en mono. Le rationnement des ressources, plus précisément. Enfin, plus généralement, pardon. Le temps. Alors, les citoyens, moi, c'est vraiment ça que je voulais entendre, mais le rationnement des ressources s'associe un peu à ça. C'est-à-dire, en fait, ce qui vous fait chier, c'est vos habitants, fondamentalement. Ils ont des demandes. Ils veulent qu'on leur installe direct un poste de police à côté de leurs 4 pauvres maisons, alors que vous êtes en train d'aménager un super beau quartier juste à côté, dans lequel il y aura tout, à la fin, une fois que vous aurez le pognon. Vous aurez envie qu'ils viennent tous s'installer dans vos taudis, qu'ils vous lâchent tout leur pognon, et puis avec ça, vous financerez des infrastructures. Mais ils ne le font pas. Franchement, quand on joue à SimCity, après, on arrive presque à se mettre dans la peau d'un mec comme Macron. Hein. Et les gens, c'est le problème. Donc, non, ça me paraît une modélisation un petit peu dangereuse, en fait. Ça me paraît une modélisation qui va essentiellement dans le sens où ce qu'on veut, c'est une gestion technocratique dans laquelle on n'a pas les gens qui nous emmerdent, et toutes ces histoires d'expression démocratique ou pas, d'ailleurs, par démocratie, par rébellion, etc., de la volonté des individus, c'est un obstacle de gameplay. C'est conçu comme quelque chose qui va vous limiter dans vos choix, qui va limiter votre rationalité en finalité. Alors, donc, ce que tu dis, c'est que c'est précisément ça qui donne l'intérêt au jeu. Oui, c'est pas le point où je veux en venir, mais c'est vrai. On peut par exemple construire un certain nombre d'indicateurs qui font... donc pour répondre à ta question, donc un des intérêts du jeu, c'est précisément d'essayer de rendre sa population heureuse, et ça fait partie des challenges. Tout à fait, on peut définir tout un tas de critères en fait, qui permettent de prendre en compte ce genre de choses. On pourrait faire un jeu de civilisation dont le but c'est d'avoir un IDH qui est maximisé tout au long de... Oui, mais je veux dire, ça peut se gérer au niveau... Donc c'est le cas dans les SimCity, ça pourrait le devenir dans les civilisations ou les Age of, pourquoi pas. Il n'y a pas vraiment d'obstacle à ça. Mais c'est pas le point ce que je veux dire. Pour moi, l'opposition, elle est dans le mécanisme de résolution de ces contradictions. Elle est dans l'idée que vous, individu aux commandes, vous savez mieux, globalement, que les gens, la façon
de satisfaire leurs besoins. Vous pouvez très bien ne pas avoir une intention maligne, mais le mode de gouvernement typique de ce genre de jeu, c'est la dictature éclairée, globalement, pour le bien du peuple. Ce qui nie quand même fondamentalement quelque chose, c'est que dans la vraie vie, vous, dictateur, éclairé ou pas, vous êtes un homme, vous avez des intérêts, ou une femme, pardon, enfin, vous êtes un individu, souvent un homme quand même, vous avez des intérêts, vous avez potentiellement un groupe d'amis, vous avez des gens dont vous voulez favoriser les intérêts, et vous n'êtes jamais porteur d'une sorte de bien universel que vous cherchez à maximiser pour le reste de vos administrés. Et c'est dur, en fait, de faire ça. Hein. C'est pas pour jeter la pierre aux mecs de SimCity ou Civilization. Alors, je pense que c'est fondamentalement beaucoup plus compliqué d'essayer de créer une dynamique de gestion contradictoire qui présente quand même, qui offre quand même une marge de manœuvre aux joueurs. D'ailleurs, c'est un peu l'enjeu de la présentation, c'est d'essayer de réfléchir après comment on peut faire ça. Donc, ce que je voudrais insister sur ce point, c'est que ce n'est pas la question de l'intention qui pour moi compte, puisque de toute façon, quand vous jouez à un jeu, vous jouez à peu près systématiquement les gentils. Enfin, en tout cas, dans les jeux vous jouez les gens qui sont là pour sauver le monde, pour faire aller votre civilisation à l'arrivée, pour empêcher l'attentat qui va tuer le président des États-Unis, ou ce genre de choses. Il y a des exceptions, évidemment, on en connaît tous, mais ce n'est pas les intentions affichées qui me paraissent problématiques. C'est pour ça que je dis qu'on n'est plus dans le domaine des représentations, mais dans le domaine des mécanismes. C'est le challenge qu'on pose aux joueurs pour résoudre cet objectif. Pardon, je suis désolé. Alors là, je vais vous montrer un autre jeu qui est un peu plus confidentiel, enfin encore que, bon, qui s'appelle Crusader Kings, version 2, qui de ce point de vue-là présente, alors il est très loin d'être parfait, mais présente une alternative intéressante à ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à ce jeu? Ouais. Donc c'est un jeu médiéval, hein, comme vous en doutez vu le titre, avec une orientation, en tout cas de base, ça s'améliore un peu, mais très centrée sur l'Occident chrétien, plutôt que sur ses adversaires, avec tous les guillemets que vous voulez, pour cette vision 19e de l'histoire. Mais en fait, dans ce jeu, c'est un jeu dans lequel vous ne jouez pas une civilisation, vous ne jouez même pas un pays. Vous jouez quoi? Ouais, vous jouez un dirigeant, ou plus exactement, voilà, une succession de dirigeants généralement reliés par des liens familiaux, globalement. D'où l'écran que vous avez là, c'est qu'un des trucs qui est fondamental dans le jeu, c'est votre arbre familial. Quelles sont les règles de succession? Comment est-ce que vos terres vont être partagées entre vos descendants derrière? Qui c'est que vous allez jouer derrière et que vous avez envie de favoriser de façon à ce qu'il ait le plus de pouvoir, le plus de prestige possible? Quels sont les individus qu'il faut éliminer pour récupérer des baronnies dans votre famille, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est intéressant parce que on sort un peu seulement, de l'identification entre l'individu que vous êtes et les intérêts globaux de la civilisation ou de la nation ou de l'entité politique dont vous avez la charge. Tout bêtement, si vous jouez, par exemple, le roi de France et que vous savez que derrière vous êtes le fils du roi de France qui va récupérer la partie qui est italienne du royaume, vous ne pouvez pas vous identifier aux paysans de la Bretagne. Vous avez envie de les presser un maximum pour dégager du pognon pour améliorer votre territoire italien, par exemple. D'une façon générale, vous n'êtes pas là pour vous identifier aux paysans dans ce genre de jeu. C'est assez net. Mais donc du coup, il y a en fait une tentative de réflexion de placer le joueur au niveau de ce qui pourrait, à une époque donnée, passer pour l'échelle la plus réaliste de compréhension du pouvoir. Même si ça a quand même ses limites, parce que ça reste un jeu dans lequel on est largement du God mode. Hein. On déplace des armées sur des distances hallucinantes, on dirige directement beaucoup d'individus, mais il y a tout un jeu sur est-ce que les vassaux vont vraiment venir dans la guerre quand on va les appeler, est-ce qu'il faut être sympa avec eux, on ne sait jamais exactement s'ils ne vont pas vous lâcher en cours de route. Donc ça, c'est voilà, une ébauche qu'il y a pu y avoir de réponse par rapport au God mode. Et une autre, alors je continue avec les jeux donc ces deux jeux-là sont des jeux de mon éditeur préféré, hein, Paradox. Alors un autre jeu qui s'appelle Victoria. Alors là, je serais assez surpris s'il y a beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Victoria? En l'occurrence, c'est Victoria 2. Oui. Donc Victoria 2, comme son nom l'indique, c'est la suite de la suite de Crusader Kings. C'est la suite étant Europa Universalis. La suite de la suite, c'est ce qui se passe à l'époque victorienne. Donc vous commencez, en gros, je ne me souviens plus, en 36 ou en 39 ou en 40, en 1836 par là, et vous allez sensiblement jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Et là, c'est un jeu qui est extrêmement chiant. C'est une expérience, on va dire, vidéoludique vraiment dramatique. Mais en même temps, une réflexion très poussée sur la façon dont ça devrait réellement fonctionner si jamais on mettait en pratique une réflexion sur les mécanismes politiques d'une époque. Je vous donne un exemple. Dans ce jeu-là, vous pouvez avoir accès à une masse d'informations délirantes sur tous les habitants de votre nation. Là, vous voyez, par exemple, sur une province donnée, la province de Bahia, donc on est en train de jouer le Brésil, donc la province de Bahia est sélectionnée, pardon pour l'accent, si jamais il y a des lithophones dans l'Assemblée, et elle se divise en un certain nombre de catégories, par exemple 665 laboureurs de religion catholique et qui votent traditionnellement social-démocrate, par exemple. Et là, donc, là, il y a le zoom sur 17 975 esclaves, donc eux, ils votent pas. Ils sont globalement amenés à soutenir plutôt les libéraux quand même, parce qu'ils ont mis ça. Ils n'ont pas de thunes, hein, voilà. Ils n'ont aucun espoir de promotion sociale, ni de recul social, forcément, ils sont esclaves. Mais si on a d'autres groupes, typiquement, ils pourraient avoir, par exemple, des ouvriers pour avoir envie d'être promus clercs, donc employés bureau, quelque chose d'un peu plus classe. Et vos populations n'arrêtent pas de se déplacer d'un état à l'autre, de changer de catégorie sociale, de faire des demandes, genre j'ai pas assez de thé, donc je suis pas content, donc je vais plutôt soutenir le parti anarchiste. Ça va être un peu le bordel. Et vous n'avez quasiment aucun contrôle là-dessus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire des politiques publiques qui augmentent légèrement les pourcentages de chances que telle catégorie évolue plutôt vers telle autre catégorie. Donc, moi, je trouve ça fascinant. De temps en temps, je me refais une partie comme ça, mais j'en fais pas deux de suite. Mais voilà, donc c'est très intéressant parce que les mecs se sont dit, bah voilà, comme de toute façon on fait des jeux qui ont un public assez restreint, le modèle de comique est assez basé là-dessus, on va essayer de réfléchir à des mécanismes sociaux, à ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment, bah, c'est pas quelqu'un qui dit d'un seul coup à un paysan, toi tu vas devenir ouvrier. Sauf dans quelques cas très précis, par exemple déclaration de la guerre de 14 en Russie, et on a envoyé tous les ouvriers au front et les paysans à l'usine. Petit quiz historique à vos avis, est-ce que ça a été un succès? Non. Ça n'a pas très bien tourné pour le pouvoir en place. Donc, voilà. Donc, je montrais ça pour dire que bah, ça peut se faire, mais c'est important quand même d'associer la réflexion sur le réalisme à une réflexion sur la qualité de jeu, quand même. Ah, j'ai pas joué. Donc, tu évoques Démocratie 3, ouais. Capital politique, donc tu peux pas faire des réformes trop hardcore directes. Et tu résous jamais les problèmes parce que tu peux pas résoudre. Est-ce que c'est pas ce jeu donc tu parles de Démocratie 3, c'est pas ce jeu dont il parle dans un épisode du Joueur du Grenier Ah, d'accord. D'accord. Voilà, c'est un jeu que j'ai pu tester avec des amis qui n'étaient pas du tout, ouais. qui n'aimaient pas du tout ce genre de truc, ils m'ont vu jouer, ils sont mis derrière moi, et en fait tout le monde se prend très vite au truc en disant bah, vas-y, essaye de faire ça. Ah ouais, ça marche pas. Ouais. Essaye de faire ça aussi. Ah mais ils sont pas contents. Ah mais t'as une immigration massive. Ah mais t'as des. Donc du coup, en fait, ils ont contourné, pour intégrer plus de réalisme, ils sont déplacés sur un cadre qui était contraint institutionnellement, c'est ça, gros. C'est ça. Et du coup, ils ont fait exprès de ne pas aller trop dans le réalisme sur plein de points, c'est pas important. Par exemple, ta catégorie, ça va être contrôle de l'immigration, et c'est juste un barème que tu vas placer entre scanner ADN à l'entrée des frontières et jusqu'à il n'y a pas de frontières. Oui, donc ils n'ont pas voulu implémenter en fait les possibilités de mettre des politiques publiques profondément dégueulasses. C'est assez, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas partir en dictature directe. D'accord. Alors, un autre point sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est la question de progrès et la question de linéarité telle qu'elle est mise en place dans les jeux historiques. Donc là on s'écarte de SimCity, hein, globalement, la notion de progrès est quand même beaucoup plus diffuse. C'est un progrès matériel. Bon. Encore que ça se discute, hein, parce que c'est cool de concentrer les gens dans des villes, ça c'est autre chose. Mais un des ressorts du type de jeu historique, c'est quand même l'idée qu'on part d'une époque où on ne sait rien faire et qu'on évolue vers une époque où on sait faire plein de trucs. C'est une marche en avant vers la science, le progrès et le bonheur, et l'élimination des rivaux. Donc là, par exemple,
Civilisation 1, vous reconnaissez le graphisme, hein, ça tournait sur 2,86, je pense. En tout cas sur 3,86, c'est sûr. Exemple typique d'une invention glorieuse, hein, on a découvert la roue. Qu'est-ce que ça permet de faire? Des chars, voilà. Et donc du coup on est super content, c'était vraiment l'invention qui tuait tout. Hein. Une fois que vous aviez la roue, vous avez vos super unités de chars et vous alliez raser les civilisations ennemies. Alors, un des problèmes de linéarité des jeux... Bon, je prends quand même une interface un peu plus... qui pique un peu moins les yeux. Donc là, on est dans le 3, je crois. Un des problèmes de ça, c'est que vous décidez, par exemple, ce que vous recherchez. Donc là, on est à nouveau dans les problèmes de God Mode. Voilà. Vous vous dites, là, j'ai envie de découvrir la monarchie. Ça va être cool. Je sens qu'en tant que souverain, ça me ferait plaisir d'avoir un truc qui limite un petit peu mes pouvoirs despotiques. Bon, en fait, non, hein, je vais quand même pas faire ce que je veux, mais... Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des chercheurs parmi vous. Est-ce que, je pense que vous ne mettez pas au boulot ce matin en disant, bon, allez là, je me fixe un objectif sur 4 ans, je vais faire la vie sur Mars. C'est pas comme ça que ça marche. Vous intégrez dans un domaine, vous commencez à chercher un peu autour de ce domaine-là, puis vous trouvez de temps en temps des petits trucs qui s'accumulent, et ainsi de suite, mais vous ne partez pas en vous disant l'objectif il est là et on concentre nos énergies, on y va. Vous remarquez que là encore, on est dans des fantasmes gouvernementaux, hein, parce que les politiques publiques en matière de recherche, ça vise à faire ça, d'une certaine façon. Ça vise à avoir des institutions, y compris des institutions indépendantes, indépendantes du CNRS et des scientifiques, qui disent ce que doit être la recherche dans les années à venir. Et vous savez que ça ne plaît pas beaucoup aux chercheurs, dans l'ensemble. Bon, c'est assez irréaliste, hein, quand même. Alors, je reviens sur Victoria, parce qu'ils ont réfléchi à ça. Et ils ont mis en place un système hybride, dans lequel vous choisissez ce que vous pouvez, mais enfin bon, essentiellement, vous ne choisissez pas trop, parce que vous avez que 5 sliders, et puis la plupart sont bloqués la plupart du temps, parce que vous n'avez pas les prérequis nécessaires, donc bon, vous faites tout dans l'ordre, c'est assez chiant. Hein. Mais vous avez ça, qui en théorie est assez rigolo, en pratique ça ne marche pas du tout, qui est qu'il y a des inventions qui pop. Elles ont un certain pourcentage de chances d'arriver comme ça, un peu par hasard, en fonction de prérequis initiaux. Par exemple, une fois que vous avez découvert la chimie inorganique, vous avez 4% de chances que la nitroglycérine pop à un moment. Qu'il y a un mec dans votre pays à un moment qui dit « Ah, trop cool, j'ai la nitroglycérine ». Ce qui en plus peut correspondre à une certaine idée de on est sur un univers qui est quand même très libéral, où il n'y a pas tellement de choses qui sont contrôlées par l'État, et donc du coup les chercheurs sont encore moins associés à des politiques publiques. Ainsi. Mais bon, voilà, c'était une première réflexion dans ce genre-là, bon, qui moi m'a quand même pas vraiment satisfaite par rapport à cette modélisation. Et puis surtout, elle ne remet pas en question un truc qui est fondamental, qui est l'idée donc de progrès, et que quand on trouve quelque chose, ça offre juste des possibilités. Alors je fais un petit peu un faux procès, parce que dans Civilisation, parfois, ça annule certains effets de technologie ou de merveilles précédentes quand on découvre une nouvelle technologie. Mais disons que d'une façon générale, il n'y a pas de choix possible de se dire, c'est pas forcément que c'est le truc que je vais recommander pour une civilisation, hein, mais de se dire, et si on se développait moins vite, le temps de maîtriser un peu ce qu'on a? Non. Si vous déployez moins vite, vous allez vous faire envahir par les chars polonais, si vous avez bien suivi le début de l'exposé. Donc vous êtes dans la logique de compétition entre civilisations qui stimule une recherche une poussée de la productivité à tout prix, et ainsi de suite. C'est pas pour dire que c'est quelque chose qui est réaliste, c'est pour dire que c'est un biais de gameplay, qui représente une certaine vision du monde, et que je pense que si on était dans une société qui était un peu différente, on n'aurait pas exactement les mêmes jeux sur ce point de vue-là. C'est pas que je vais faire, en l'occurrence, la promotion, mais c'est plutôt pour parler d'association en fait, entre des choix de société et des choix de gameplay dans les jeux qui sont créés dans cette société. Bon, j'ai fini avec les God Mode. J'arrive sur le dernier point de l'exposé. Je voudrais parler un peu des héros. On va faire un sondage. Les héros, c'est des gentils ou des méchants? Je sais que cette question est débile. Qui pense que les héros sont des gentils? Qui pense que les héros sont des méchants? Donc, pour mémoire, il y a une vaste majorité de la salle qui pense que les héros sont des gentils. C'est écrit dans le nom, d'ailleurs, c'est des héros. Bon, moi, j'aime pas les héros. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Quand vous jouez donc maintenant à un autre type de jeu, typiquement un RPG, vous jouez globalement un individu. Éventuellement un petit groupe d'individus interchangeables dans lequel vous switchez de l'un à l'autre.
cet individu, il a un certain nombre de caractéristiques qui le distinguent, on va dire de façon absolue. Il les a pas forcément toutes, mais il a certaines caractéristiques toujours. Il y a toujours une partie des caractéristiques suivantes qui le distinguent du commun des mortels. Est-ce que vous pourriez m'aider à faire la liste? Alors, il est amnésique, ça veut essentiellement dire qu'il n'a pas de passé, quoi. Hein. Il n'a pas de passé, c'est-à-dire qu'il arrive dans le monde en même temps que le joueur. Peu importe globalement ce qu'il avait avant, il aurait pu commencer sa vie à cultiver des pommes de terre et trouver que c'était super cool. Bon, il y a un moment, il faut qu'il abandonne pour partir à l'aventure. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui prend des décisions seul. Potentiellement engageante pour le reste de l'humanité. Ou en tout cas un groupe dont il a la responsabilité. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à dire « Non, vous inquiétez pas, je vais retenir toute seule cette marée d'orques, et puis bah, ma femme qui m'attend à la maison avec les gosses, bah, tant pis pour elle, il va falloir qu'elle se démerde pour survivre. » Ouais. Alors oui, il y a différents, encore c'est toujours pareil, il y a différents types, hein, toutes les caractéristiques, encore une fois, ne sont jamais véhiculées par tous les héros, mais on va dire qu'il a une vision des choses qui dépasse celle du commun des mortels. Forcément, parce que le commun des mortels sont joués par une IA qui leur demande essentiellement de rester à attendre le forgeron pour leur filer des marteaux tous les 15 du mois. Le héros, lui, il bouge, il voit du monde, et donc du coup, ça lui permet de prendre des décisions mieux que les gens qui sont restés sur place et qui, bêtement, du coup, connaissent très mal leur propre situation. De ce point de vue-là, le héros, c'est vraiment, pour dire un terme un peu fort, c'est le héros colonial, quoi. C'est l'homme blanc qui va se déplacer en Afrique pour essayer de régler les problèmes des Africains. Ça marche bien, d'ailleurs. Il gagne, oui, bah oui, personne n'aime perdre dans un jeu vidéo. Donc, il gagne, y compris contre les probas, quoi. Ce qui caractérise un acte héroïque, c'est que c'est badass, hein, en général, c'est que vous sentez que venir faire une conférence ici, par exemple, ce n'est pas un acte héroïque. Je ne suis pas en train de risquer ma vie. Globalement, je pense que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'allez pas me tabasser à la fin. Et en plus, je me dis, bon, voilà, j'ai un public avec qui ce que je dis, ça va passer, à peu près, même s'ils ne seront pas forcément d'accord sur tel ou tel point. Aller tous les jours au champ, à l'usine, au bureau, ce n'est pas un acte héroïque. Qu'est-ce qu'un acte héroïque ? Alors voilà, il échappe au quotidien, premièrement. Du coup, ce qui renforce l'idée que le héros ne peut pas être quelqu'un du quotidien, c'est un héros, par ses actes, il échappe au quotidien. Si les gens pouvaient tous être des héros, ils passeraient leur temps à faire des actes héroïques qui du coup deviendraient quotidiens, et on sortirait de cette définition. Quoi d'autre? Ah oui, attends, on va revenir sur le héros. Mais là, je voulais dire sur l'acte héroïque. Voilà, il y a une notion de risque, et notamment de risque, on va dire, physique, dans beaucoup de cas. Voilà, donc du coup, si on revient sur le héros, j'ai entendu, il est élu, et il est super résistant. Super résistant, super puissant, super tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, le héros, il est super balèze, et ça se voit où? Par exemple, dans un RPG classique, dans son charisme. Non, dans ses caracs en général. Un héros a des caractéristiques. Donc la vision en termes de héros, surtout dans ce genre de jeu, c'est très très essentialiste. Les individus ont des caractéristiques profondément inégalitaires, et donc ce mec-là, peu importe qu'il décide de devenir archer, chaudronnier, pêcheur, ou n'importe quoi qui utilise ses mains, il sera super balèze. Il faut noter que dans ce genre de jeu, donc, tu es un groupe de héros, ouais. Et la logique sous-jacente, c'est qu'il faut travailler ensemble pour... oui. Alors tu soulignes tout à fait l'idée que dans beaucoup de jeux de ce genre, et donc dans celui-là, en l'occurrence l'image qui vient là, donc vient de Baldur's Gate, un vieux RPG de mon époque. Mais bon, dans ce genre de jeu, précisément on a un groupe, et c'est basé sur, un des ressorts du gameplay, c'est basé sur la synergie entre les membres du groupe, chacun ayant leurs compétences spécifiques. Bon, c'est quelque chose qui choquera personne, qui va jouer à un MMO, hein. Il y a des gens qui sont là pour balancer des dégâts à distance, par exemple, pendant qu'il y a des gens qui soignent, les mecs qui sont au contact en train de prendre les coups. Donc il y a l'encouragement de certains types d'esprit d'équipe, mais esprit d'équipe n'est pas forcément opposé avec l'idée d'une conception individualiste de l'acte. C'est finalement ce groupe-là, le groupe de héros,
qui est détaché du quotidien, détaché du reste de l'humanité, qui en tant que groupe va agir aux quatre coins du monde pour essayer de sauver l'humanité. Oui. Ça montre aussi ce que tu viens de dire. Il a besoin de vivre, enfin il vit dans un monde qui est en danger Ouais. et qui va pouvoir sauver. Voilà. Donc, quelque peu. Sauver généralement par la violence. Oui, exactement. Alors tu dis, il vit dans un monde qu'il va falloir sauver, donc qui est en danger, qu'il va falloir sauver, et par la violence. Donc là, on a 3 points qui me paraissent intéressants. Déjà, on retrouve le ressort dramatique, mais qu'on trouve dans pas mal d'œuvres de fiction, qu'on a généralement une réalité où ça allait à peu près, bon, celle à laquelle on pourrait s'identifier, on a une normalité, et une normalité qui a été brisée à un moment donné. C'est pas forcément toujours le cas. Des fois, il y a des jeux de rôle qui vous êtes dans un univers apocalyptique dès le départ, où vous sentez que ça va être la merde, mais pour pouvoir vraiment vous identifier aux gens que vous avez envie de sauver, souvent, c'est bien de pouvoir vous dire, c'est des gens qui vivaient une vie paisible, comme les gens que je connais autour de moi, puisque en tant que homme blanc, ou femme blanche en l'occurrence, vivant en Europe occidentale, globalement ça va, je ne suis pas en permanence en train de lutter pour ma survie, je peux donc jouer aux jeux vidéo. Donc il y a une normalité, mon quotidien c'est pas la fuite en avant pour éviter les drones. Elle est brisée par une intervention généralement extérieure, un individu maléfique, enfin bon, quelque chose qui se passe mal, et vous êtes là pour la réparer. Voilà, vous êtes censé la réparer généralement en éliminant d'une façon ou d'une autre l'intervention extérieure ou le traître intérieur qui pose des problèmes. Ce qui, moi, me paraît quand même assez conservateur comme vision de la société, mais bon, ça c'est un autre point. Et par la violence. Ce qui rejoint sur un autre point, c'est qu'effectivement, alors c'est pas le cas de tous, hein, il y a des jeux qui sont dans lesquels les mécanismes de résolution sont non violents, mais pas les jeux les plus vendus en général. En tout cas, pas les jeux de ce type-là, de première action à la première personne, les plus vendus. Et peut avoir un jeu non violent qui respecte quand même la plupart des attributs de l'autre schéma. Hein. Donc encore une fois, c'est... Mais bon, dans ce genre de jeu, typiquement, le moteur de base, c'est de tataner tout ce qui bouge. Et puisque ça posait des problèmes, ils sont même obligés de tricher dans ce cadre-là avec les règles, de façon à vous empêcher de tataner les gens, que ça va détruire votre expérience de jeu si vraiment vous les éliminez. Par exemple, Baldur's Gate, si vous attaquez trop souvent les marchands, vous avez des sortes de mages super bourrins qui popent de nulle part et qui se mettent à vous laminer. Pour bien vous faire comprendre qu'on vous laisse une certaine liberté, mais il faut quand même rester dans les clous. Voilà, c'est ça. Et à l'inverse, vous avez le droit de tabasser les mecs qui sont en train de se balader dans la forêt, même s'ils sont plutôt des mecs sympas, c'est pas le problème. Dans Morrowind, alors j'ai pas joué ensuite au suivant Skyrim et Oblivion, donc je me base sur Morrowind. Vous avez un système qui m'avait beaucoup rire à l'époque, même s'il est assez terriblement pernicieux, que je trouve très révélateur. Vous pouviez parler avec les gens jusqu'à ce qu'ils s'énervent. Et là, s'ils s'énervaient et qu'ils commençaient à vous attaquer, vous pouviez les buter. La police n'avait rien à dire. Alors que si vous les agressiez directement, ça ne marchait pas. Là, vous étiez foutu en tôle, enfin, votre réputation baissait, vous allez être obligé de payer plus cher vos items, enfin, c'est la catastrophe. Donc, on ne va pas revenir sur tous les flots, évidemment, de ce genre de jeu. Mais voilà, le mode de résolution de base, c'est la violence. Et en fait, on fournit un cadre de violence légitime. Et les règles disent, ça, tu as le droit de tuer, ça, tu n'as pas le droit de tuer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Et dans nos sociétés, en général. Voilà, légitime défense et la guerre, hein, fondamentalement. La guerre, c'est le moment où on dit, ah ben en fait, le commandement de base, c'est que tu ne dois pas tuer ton prochain. Pour reprendre une formulation chrétienne, hein, c'est pour aller en raccourci. Le commandement de base, qui est de ne pas tuer les autres, parce que globalement c'est mal, est inversé. Tu dois en tuer un maximum. Et uniquement ces gens-là. Tout à fait. Mais même s'il y a des exceptions, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les Sentiers de la Gloire. Ouais. Dans lequel vous avez le haut commandement militaire qui, à un moment, pour forcer ses propres troupes à l'offensive, n'hésite pas à pilonner à l'artillerie ses propres troupes, pour leur dire, bon les gars, vous avez peur de mourir, mais si vous restez, c'est ce qui va vous arriver, donc allez-y. Un film qui a été interdit dans l'époque de De Gaulle. Il a fallu attendre à cause du contexte de la guerre d'Algérie. Il ne fallait pas critiquer l'armée française. Donc, le mécanisme de résolution de base, la violence. Le lapsus. Bref. Alors, c'est pas particulier
aux jeux vidéo. Mais je voudrais quand même insister sur le caractéristique spécifique du jeu vidéo. Donc c'est commun au théâtre, au cinéma et à la littérature, par exemple, pour parler d'autres médias. Donc là, je vous ai mis des trucs. Est-ce que ces 3 images que je vous ai mis vous évoquent quelque chose? Donc ça, un ouvrage qui s'appelle Le bateau-usine. Ça, c'est vraiment confidentiel, je pense. Je vais vous en parler. Mais... Là, un film qui s'appelle Looking for Eric. Donc c'est un film de Ken Loach sur Cantona. C'est pour ça qu'ils ont des masques de Cantona. Et ça, c'est Bertolt Brecht. Alors pourquoi je vous ai mis ces 3 exemples-là, qui nous éloignent un petit moment du jeu vidéo? C'est parce que c'est ces 3 œuvres, enfin, ou auteurs, enfin c'est lié, hein, généralement l'œuvre représente un peu la réflexion de l'auteur, même si je ne veux pas essentialiser à mort. 3 œuvres ou auteurs qui ont réfléchi beaucoup sur le problème de la conception de héros tel qu'articulé avec un motif politique. Le bateau-usine, c'est typiquement ce qu'on va appeler le roman prolétarien, en fait. Il n'y a pas de héros. C'est un roman dans lequel vous décrivez une situation sociale donnée, particulièrement horrible en l'occurrence, donc une sorte de bateau de pêche en mer du Kamchatka, qui conditionne directement sur place, d'où le nom de bateau-usine, où les gens sont soumis à la fois à une logique, on va dire, capitaliste la plus poussée possible, à l'autorité discrétionnaire que peut avoir un maître d'équipage sur son équipage, d'autant que ce sont des militaires, et à une situation illégale, puisqu'ils sont en train de pêcher dans les eaux russes, qui est formellement interdit, donc il ne faut pas qu'il y ait le moindre témoignage qui filtre de ça. Donc c'est pas gai, hein, je ne vous le cache pas, il y a des morts partout. Et peu importe, le point de vue, la question c'est le point de vue narratif. Il y a un choix narratif qui est fait de ne pas mettre en place un héros qui va expliquer aux autres ce qu'il faut faire, comment ils font ailleurs, comment on pourrait s'organiser pour éviter ça. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de héros. Et vous allez me dire, ça finit mal. C'est bien la preuve qu'on aurait besoin de héros. Non, ça finit mal parce que c'est réaliste. Et que... dans celui-là, je le trouve très intéressant parce que le message... Moi, j'étais allé un peu à reculons voir ce film, parce que bon, j'aime pas le foot. Donc aller voir un film sur Eric Cantona quand on n'aime pas le foot, ça paraît un peu bizarre. Bon, ben voilà, il était là. C'est une histoire qui est assez intéressante. Bon, l'idée de base, c'est pas du tout un film à l'apologie de Cantona, même si on sent que évidemment le réalisateur l'aime bien. C'est un père de famille divorcé, donc en train d'élever 2 de ses gamins. Il y a un de ces 2 gamins qui a un problème de drogue avec le dealer du coin. Et d'une façon générale, le dealer en question, c'est plus ou moins un caïd du coin qui est à la fois protégé parce que bon, il a des relations, donc il a une certaine impunité, et il fait régner une forme de violence pour recouvrer en fait le pognon. Enfin bon, vous imaginez un petit peu le truc, c'est pas genre le mec à qui vous achetez votre bœuf tranquille, quoi. C'est le gars qui n'hésite pas à employer des méthodes de violence. Et l'idée, c'est que la résolution du conflit va venir non pas de ce qu'il sait de faire le gars au départ, c'est-à-dire « Ah, je vais me sacrifier pour mes fils, je vais aller voir le mec et je vais lui expliquer ma façon de penser. » Ça, non. Il se fait choper, tabasser, ils lui mettent un chien au-dessus de lui en disant « Bon, t'as intérêt à fermer ta gueule » et il rentre chez lui tout penaud. Mais en fait, du fait qu'il y a une action collective qui se met en place, où tu as ses potes supporters qui arrivent et qui se disent « Bon, bah, on va essayer de leur faire peur, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc c'est encore un exemple d'éléments sans héros. Et alors Bertolt Brecht, pourquoi? Parce que dans son théâtre, c'est quand même une chose qu'il essaie beaucoup de faire. Il y a toute une réflexion sur la question d'un théâtre sans héros. Bon, il y a une citation que j'aime bien, qui vient d'un bouquin qui s'appelle La vie de Galilée, dont je vais vous parler, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Donc La vie de Galilée, comme son nom l'indique, c'est sur la vie de Galilée, merci. Donc Galilée, bon, je ne le présente pas, hein, vous voyez qui c'est, donc le savant, un des savants qui a contribué donc, à la promotion de l'héliocentrisme, même s'il n'était pas le premier à l'avoir énoncé, notamment grâce à des découvertes qu'il avait faites sur l'observation de satellites de je ne sais plus quel astre, Jupiter ou Saturne, et qui s'est rétracté à un moment de sa vie, qui a abjuré en fait ses précédentes découvertes parce qu'il avait un peu peur devant l'Inquisition, pour aller très vite. Et donc à la fin, il y a un dialogue entre Galilée et son ancien apprenti, son ancien apprenti il est tout amer parce que son maître à penser l'a trahi. Il a trahi la cause qui servait, et en reniant ses découvertes, il a plongé dans le désarroi et l'absence de perspective politique l'ensemble des gens qui pensaient que la science était en marche et allait révolutionner l'univers, et que maintenant que le soleil était au centre de la Terre, l'Église allait s'effondrer.
je vais très vite, mais enfin, c'est une pensée, on va dire, très positiviste quand même, globalement. Et Andrea, le disciple, s'exclame devant Galilée, « Malheur au pays qui n'a plus de héros ». Ce à quoi Galilée, bon, certes, c'est un peu facile pour lui, mais répond, mais comme la phrase suivante, « Malheur au pays qui a besoin de héros ». Il veut dire pas mal de choses par rapport à ça. Il faut savoir que c'est une fin qu'il a réécrite plusieurs fois, notamment après Hiroshima, en changeant justement le propos. Dans cette version du propos, un des axes d'interprétation, c'est si vous mettez votre progrès, votre émancipation dans les mains de quelques individus, qui sont des héros, elle est fondamentalement fragile. Parce que ces individus sont des hommes, des femmes, fragiles, corruptibles, potentiellement soumis à des pressions, ou qui peuvent même potentiellement trahir vos intérêts. Et donc, dans votre déconfiture, gardez en mémoire cette leçon. Vous pourriez vous passer de héros. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un jeu, du coup, et ça sera à peu près la fin, un jeu sans héros. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà joué à Papers, Please? Oui. Donc, à peu près la moitié d'entre vous. Donc, je résume pour l'autre moitié. C'est un jeu dans lequel vous jouez un douanier. Vous allez me dire, ça ne fait pas rêver, ça ne fait pas super héroïque le douanier, et vous allez voir, c'est que le début. Alors, en même temps, je dis ça, mais là, tout à l'heure, je suis venu en métro, et il y avait des pubs dans le métro en me disant « Devenez maton ». Non, ce n'était pas ça le terme, je ne sais plus, surveillant de prison en tout cas. Et un homme au service de la justice, je crois que c'est comme ça que c'est indiqué. Fier de servir la justice. Bon, après, c'est pas pour cracher sur les matons qui font un métier extrêmement difficile, hein, et je ne changerai certainement pas ma place avec eux. Mais globalement, j'aurais du mal à considérer que participer au fait de poursuivre des conditions d'existence, mettre en place et faire tenir des conditions d'existence aussi misérables pour une portion significative de la population, quoi qu'ils aient fait par ailleurs, est quand même pas le boulot le plus épanouissant et où s'en servir le plus la justice. Bon, là, vous n'êtes pas maton, vous êtes douanier. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, vous êtes douanier dans une dictature. On ne sait pas exactement si c'est communiste ou nazi, ça joue un peu sur le mélange des codes, peu importe, ça ressemble un peu au monde dans Grand Budapest Hotel, vers certains côtés, pour ceux qui l'ont vu. Sauf qu'il n'y a pas les musiques de fond et les jolis costumes. Et vous avez des gens, là, à gauche, qui veulent rentrer dans votre pays. Ça a beau être une dictature, ils veulent rentrer. Vous allez me dire, il y a des gens qui veulent rentrer en Hongrie en ce moment, et on les comprend. Parce que c'est quand même encore moins drôle ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ils veulent rentrer dans votre pays, et vous êtes là pour dire s'ils ont le droit de rentrer ou de ne pas rentrer. Fondamentalement, c'est un boulot horrible. Vous doutez quand des gens sont en train de se presser pour venir dans un pays qui est par ailleurs une dictature, c'est que souvent, c'est globalement soit leur vie, soit qu'ils risquent physiquement, ou en tout cas que ce qui les attend s'ils ne passent pas, c'est vraiment pas super. Vous avez des règles, qui changent d'ailleurs tout au long du jeu, parce que sinon ça serait très chiant. Vous avez des règles selon lesquelles vous pouvez faire passer ou pas faire passer. Est-ce qu'ils ont des visas en règle ou pas? Est-ce qu'ils connaissent déjà des gens? Est-ce qu'ils pèsent le bon poids par rapport à leur carte d'identité? Ou est-ce que leur surpoids pour indiquer qu'ils cachent une bombe dans le fond de leur anus? Voilà, ce genre de choses que vous devez vérifier. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes en plus soumis à des contraintes sociales. C'est-à-dire que vous avez un salaire qui n'est pas super. À chaque fois que plus vous traitez de dossiers, plus vous êtes payé. Donc vous avez envie d'expédier ça. Mais en même temps, quand vous vous trompez, vous prenez une pénalité. Et à la fin de la journée, vous devez arbitrer entre l'argent que vous avez gagné, est-ce que vous payez le chauffage, la bouffe pour vos enfants, ce genre de choses. Et donc il y a plein de fins possibles qui sont du genre, vous êtes viré, envoyé au goulag, toute votre famille est morte et vous n'avez plus de raison de vivre, vous vous suicidez, enfin vous imaginez, c'est très très gai. Alors vous allez me dire, ce genre de jeu devrait me plaire à mort. Bon, alors il est intéressant, hein, il est très intéressant par tous les mécanismes qu'il met en place, mais il est en fait profondément déprimant. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que pour moi, ce que je vois, c'est que la seule façon la façon en tout cas dont ils envisagent le fait de décrire la réalité de façon plus prosaïque, en déconstruisant les mythes héroïques, c'est l'impuissance totale. Et le fait d'être une sorte de petite boule de paille portée par le vent de l'adversité, qui en plus doit régulièrement prendre sa part dans l'horreur du monde qui l'entoure. Vous êtes quelqu'un qui essayait vaguement au début de faire de votre mieux tout en faisant de plus en plus de concessions, ou même dès le départ, à l'autorité, puis au final, vous ne sauvez même pas votre propre peau dans la plupart des cas. Alors, c'est pas non plus ça
Donc, je suis très content que ce jeu ait existé, hein, il me permet de faire plein de... Il y a plein de choses à dire dessus, plein de critiques sociales dessus. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire, et je vais terminer là-dessus. Moi, j'ai envie de faire des jeux d'un autre type. Parce qu'en fait, oui, je ne vous l'avais pas dit, mais le but de la conf, c'est essayer de recruter des gens qui sont intéressés pour faire des jeux, pour réfléchir avec moi sur des notions de type de jeu différents. Donc, bon, il y a pas mal de choses, mais je dirais que les 4 points qui m'intéresseraient dans un jeu, ce serait d'avoir, premièrement, des personnages qui sont ni omnipotents, ni héroïques, ni impuissants. Donc, ils ne peuvent pas déplacer les autres individus à leur guise, qui sont complètement ancrés dans le quotidien et dont l'action, y compris l'action intéressante en termes de gameplay, s'inscrit dans leur quotidien. Ce pas des gens qui arrivent de l'extérieur, sans passé, sans histoire, et qui d'un seul coup viennent résoudre les problèmes. C'est des gens qui vivent, souffrent, voire profitent de problèmes. Et on va incarner ces gens-là. Et ils ne sont pas non plus impuissants, comme dans Papers, Please. En fait, ils peuvent quand même changer un peu, progressivement, quelque part, ou des fois radicalement, le monde autour d'eux. Ensuite, ils s'inscrivent dans une dynamique de groupe. C'est-à-dire que le cœur du gameplay ne devrait pas être de dire « je vais devenir le plus balèze possible, comme ça, après, j'irai buter les méchants et le monde redeviendra bien ». Je ne vais pas y arriver. Et en plus, je ne suis pas particulièrement un héros. Ce que je veux, c'est essayer d'avoir de l'empowerment au niveau d'un groupe dans lequel je me situe, de façon à améliorer ses conditions de vie, ou en tout cas de lui éviter des catastrophes. Et j'espère, d'une certaine façon, mais dans un rapport pas forcément marchand, bénéficier aussi de la progression de ce groupe. Dans un univers qui est éminemment contradictoire, parce que la réalité est contradictoire. Oui. Oui, mais moi, alors, donc tu dis que globalement, c'est ce qu'on peut faire dans Papers, Please. C'est pas un hasard d'ailleurs si je vous ai montré ce jeu-là. Moi, je pense que Papers, Please est vraiment trop pessimiste par rapport à ça. Et que, par ailleurs, même s'il rentrait dans cette catégorie-là, ça serait bien, mais ça serait qu'un des gameplays possibles. Et mon objectif ne serait pas que l'offre de production vidéoludique que je dessinerais à mon public me dise la seule solution serait d'être dans ce cadre-là et de provoquer la révolution avec... Et puis, ce que je voudrais, c'est que même en admettant que Papers, Please convienne parfaitement à ça, c'est cool. Mais j'en veux d'autres. C'est ça l'idée. J'en veux dans d'autres genres vidéoludiques. Des genres vidéoludiques qui ne donnent pas, dès le départ, aux gens envie de se pendre, dès qu'ils ouvrent le jeu. Et donc, privilégiant, globalement, les actions collectives et le temps long, à la compétition et à la violence comme mécanisme de résolution des problèmes. Ah oui, quand je disais parcouru de contradictions, je voulais dire qu'effectivement, vous êtes dans une société dans laquelle vous avez des groupes antagonistes, et c'est pas forcément, genre, il y a tel groupe qui est bon et tel groupe qui est méchant. Il faut naviguer entre des oppositions de groupes pour essayer d'approcher un modèle qui vous semble plus favorable à votre groupe ou à l'ensemble de la population, si tant est que ça puisse être défini dans le cadre donné. Voilà. Et privilégiant, donc voilà. Alors, donc, j'ai dit donc, au début de la présentation que j'allais pas... donc tu parlais de Minecraft. On pourrait parler de beaucoup de MMO par ailleurs, en plus de ça. J'ai dit que je ne voulais pas parler des jeux multijoueurs dans le cadre de cette présentation, parce qu'en fait, je propose une autre présentation, gratuite elle aussi, sur la question des MMO. En fait, sur la question des MMO, ça offre beaucoup de potentiel par rapport à tout ça, forcément, puisqu'on est obligé de raisonner en termes de groupe. Mais en fait, beaucoup de MMO ne vont pas du tout suivre ces questions-là. Et ils ne vont pas les suivre pour des groupes de raisons qui appartiennent tant d'une part au décalage entre la réalité vécue des joueurs et la réalité des personnages dans un jeu. Pour aller très rapidement, dans un MMO, vous pouvez mourir, par exemple. Il peut vous arriver plein de trucs à votre personnage qui vous affectent beaucoup plus dans la vraie vie que dans le personnage. Enfin, votre rapport au risque n'est pas du tout le même. Votre rapport à la coopération n'est pas non plus le même parce que vous ne développez pas forcément le même niveau de sentiment vis-à-vis
d'un autre être humain que vous avez rencontré sur un MMO que quelqu'un avec qui vous partagez le quotidien, encore que ça puisse être discuté. Et puis surtout parce que les MMO se retrouvent du coup à devoir arbitrer entre les choix que vous allez faire en tant que game designer et la façon dont les joueurs vont collectivement s'emparer de votre jeu. Alors, oui, c'est le cas des jeux solo. Un des principes de base de l'ergonomie, c'est de dire, en fait, l'utilisateur ne fait jamais exactement ce qu'on souhaite qu'il fasse avec un jeu. Il y a plein de jeux qui sont complètement détournés. Je ne sais pas si tu joues aux Sims, par exemple, il y a plein de gens qui ont utilisé les Sims pour faire autre chose que des gens qui vont super bien et puis qui vont faire leur shopping et c'est super cool. Les gens qui ont essayé tous les moyens possibles de tuer leurs Sims, enfin de faire... Donc, oui, un jeu solo, c'est détournable. Mais dans un MMO, c'est plus que détournable, en fait. C'est-à-dire que le cœur du gameplay nécessite en fait une articulation entre la société vécue par les joueurs et la société du jeu. Et donc, arriver à créer des principes de game design qui font que vous espérez que la communauté des joueurs fasse quelque chose qui va dans le sens de l'expérience voulue, c'est à la fois vraiment extatique, mais beaucoup plus difficile. Et du coup, c'est pour ça que je voudrais reporter à après la réflexion sur les questions de multijoueurs. Avec de l'AI. Pas forcément de l'AI qui sera incarnée par différentes AI pour différents individus, parce que ça sera un travail fou, mais qui est une interaction entre un univers et un joueur, mais dans lequel le joueur est invité à prendre part à des actions de groupe pour progresser, en fait, plus que des actions individuelles en opposition ou en association temporaire. Donc face à une AI, un humain sera un héros. Donc en gros, il y a une singularité forcément du joueur par rapport à la masse des personnages. Ça, je suis d'accord. Par contre, je pense, même si c'est difficile, enfin j'espère, qu'il est possible de faire en sorte que les attributions, les fonctions, l'implication du personnage joueur dans l'univers soit suffisamment prégnante pour qu'il puisse se sentir à peu près à égal avec des personnages de l'AI. Je ne l'ai pas fait. Donc c'est prospectif. Encore une fois, faire de la critique, comme je l'ai fait depuis le début, de ce que j'aime pas dans les jeux, c'est assez facile en fait. Je prends les jeux, je cherche ce qui ne va pas, je vois ce qui heurte ma vision sociale, j'en fais une liste, et après on en discute, on peut en rajouter, on peut établir des contradictions. Qu'il s'agit de programmer autre chose, oui, c'est pour ça que je veux en discuter. Donc, oui. Oui. Donc, oui, vous posez complètement. Donc là, vous posez la question vraiment de la subjectivité qui du coup brise l'égalité, enfin d'une certaine façon. Et c'est complètement vrai. Quand je dis, c'est pour ça que le problème, c'est la polysémie du terme de héros aussi. Moi, quand je dis que je voudrais un jeu dans lequel il n'y a pas de héros, c'est-à-dire que je voudrais un jeu dans lequel on ne voit pas ça. Je veux pas prétendre à nier complètement l'exceptionnalité dans le ressenti de l'expérience du joueur, de lui par rapport aux autres. Mais par exemple, il y a des mécanismes qui peuvent aider. Par exemple, le fait que le personnage puisse mourir régulièrement, par exemple, et que du coup, vous en prenez un autre. Avec certains de mes étudiants, j'avais commencé à réfléchir à un jeu dans lequel, qui s'appelait Organize, dans lequel vous commenciez avec un personnage qui ne connaissait pas, voilà, qui était genre étudiant à la fac, peu importe, au début, qui commençait à se renseigner pour diverses raisons sur des choses qui se passent à tel endroit. Je sais pas, il était particulièrement touché par la question des réfugiés syriens. Il se mettait à enquêter, etc. Donc il acquérait des compétences, il commençait peut-être à faire des trucs, et puis à un moment, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire avec ce personnage-là. Ou alors il meurt par accident, ou il lui arrive un truc. Vous vous rendez compte que c'est plus atteint. Donc vous changez de personnage. Alors. Oui, alors. Oui, alors avant de reprendre. Alors, si je reprends vos arguments, juste pour résumer ce que vous venez de dire, ce avec quoi je suis d'accord et en même temps je pense que ce n'est pas un problème. Au contraire.
Enfin, c'est une difficulté, mais c'est pas un problème. Il y en a déjà d'autres, des problèmes. Donc ce que vous me dites, c'est qu'en fait, en prenant un niveau de méta supplémentaire, le joueur, tout en étant extérieur physiquement en fait, au monde qui est en train d'être décrit, incarne une forme de continuité des différentes vies que vous incarnez, par-delà l'expérience de jeu. Tout à fait. Mais je pense que, en quelque sorte, c'est un peu ça l'aventure humaine. Pour prendre des mots très... ou la conscience de classe, je préfère un terme plus connoté politiquement et moins... C'est-à-dire que le joueur ne deviendrait pas un dieu, mais ce qui n'empêche pas que l'humanité ou des groupes d'humains peuvent capitaliser des expériences de leurs prédécesseurs. Et que ça, c'est un mécanisme qui me paraît intéressant à la fois ludiquement et pédagogiquement. C'est-à-dire qu'il ne deviendrait pas d'un seul coup capable de manipuler les individus et qu'il n'y aurait pas de fixer des objectifs à très long terme ou ce genre de choses. Mais que quand même, il acquerrait davantage de connaissances, il en perdrait potentiellement aussi, parce qu'au bout d'un moment, enfin, puisque c'est un joueur et qu'au bout d'un moment il oublie des trucs et qu'il n'aura pas forcément un journal magique au-dessus de la tête, mais il acquerrait progressivement des connaissances sur ce qui se passe, qui lui donneraient potentiellement des pistes d'action différentes, et du coup il pourrait finalement débloquer entre guillemets des challenges différents, les missions d'après seraient différentes. Et je pense que ça peut s'intégrer dans une dynamique de jeu, que ça soit dans un jeu, on va dire militant comme celui que je présentais précédemment, ou dans un jeu post-apo dans lequel vous êtes en train de reconstruire une civilisation derrière, dans le sens où vous êtes non pas un individu, parce qu'effectivement si vous partez du principe que votre personnage peut mourir, vous ne pouvez pas être un individu, ou alors votre expérience de jeu s'arrête au moment où vous mourrez, et là vous n'avez plus qu'à changer de jeu. Voilà. Ce qui pourrait être aussi être un cas, mais je pense que ça serait plutôt un effet d'annonce. Enfin, je pense qu'on ne jouerait pas des... Enfin, du coup, on ne jouerait pas des heures, puisqu'en fait, on mourrait. Mais que le joueur, en fait, incarne quelque chose qui n'est pas forcément humain, mais quelque chose qui est plus réaliste, pour moi, que l'idée d'une entité à la fois omnipotente avec des objectifs clairs dès le départ. Bien sûr. Hein. Ouais. Ouais. Alors déjà, je pense... Donc... Alors, je vais répondre à la question, mais je pense qu'il voulait rajouter quelque chose. Oui, oui, non, je... Ouais. 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 Oui, oui, bah, du coup, vous évoquez, du coup, je vais... Alors, désolé, je passe du mouvement au tutoiement vers les gens, c'est terrible. J'espère qu'il n'y a pas un biais social derrière tout ça. Donc, vous évoquez donc Rogue Legacy, qui est un jeu dans lequel le moyen normal de progression, ce qui le rend original et intéressant, est le fait de mourir, puisque, en fait, nos vies précédentes ont un impact sur la suivante. C'est pas seulement une question, c'est pas uniquement sur le joueur, c'est même codé dans le gameplay. Alors, moi, j'ai pas joué, hein, c'est qu'on en avait déjà parlé, mais c'est pas de ça que j'ai envie, et du coup, votre remarque précédente sur le fait que vous avez dit ça pourrait être une conception fasciste dans laquelle on tue les joueurs les uns après les autres pour pouvoir progresser, c'est pas comme ça que je le conçois. Dans le sens où c'est pas sûr que la mort apporte quelque chose, déjà d'une part. On peut tout simplement... Ouais.
Mhm. Et on peut très bien avoir une lecture d'un jeu de cartes à la con, la bataille, ce genre de truc. On va dire, ouais, alors il y a des rois, le roi est supérieur à la reine est supérieure au valet, les valets sont même pas sexués d'ailleurs, les valets en général, enfin, etc. On peut, et bon, et pourtant, quand on joue au jeu de cartes, Oui. c'est même de l'abstraction. Voilà. Et les jeux vidéo, alors, bon, il y a les deux, effectivement, ça véhicule des injonctions normatives, et puis en même temps, il y a juste des trucs, je sais pas, par exemple, des jolies filles dans les jeux, bah ouais, parce que c'est joli, les jolies filles. C'est pas forcément. Il y a des deux. Il y a des deux. Faut voir aussi. Et il y a sans doute aussi de la part d'éditeurs, il y a sans doute des éditeurs méchants qui ont une vraie réflexion derrière ça, des grosses boîtes multinationales, etc. Et puis il y a aussi des jeux. Alors, j'ai des réponses à ça, mais j'ai l'impression que dans la salle, il y a des gens qui veulent réagir. Donc, Mais il se trouve que justement, parce que c'est juste des jeux, il se trouve que c'est toujours dans le même sens. C'est toujours il y a une hiérarchie qui est toujours la même et des codes qui sont toujours Ouais, les mais mêmes. alors ça aussi, c'est le problème. attendez, vous répondez. Je suis désolé, c'est absolument pas que je veux vous couper, mais je vais du coup attendre que chaque intervenant ait pu placer une intervention avant de. Non, c'est juste ça que je voulais dire. C'est comme par hasard, ça arrive toujours dans les mêmes sens. Et c'est aussi pour ça qu'on les accepte beaucoup plus facilement et qu'on a l'impression que c'est juste plus jeux. Tu voulais intervenir aussi? En fait, moi, c'était sur deux points. Le premier, c'est sur le but, où en fait, là, j'ai vu que tu es parti tout de suite sur l'histoire, enfin, une idée qui était très, très héroïque. On avait quelqu'un qui cherchait la vérité, qui voulait chercher par exemple la vérité sur la Syrie. Ouais. Et donc, en fait, ça m'a tout de suite donné l'image d'un journaliste, le dernier jour du Condor, par exemple, où quelqu'un va chercher la vérité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très héroïque. Et là, je me suis dit, bon, déjà, c'est vrai que ça peut être interprété de façon différente, Ouais. et voir plutôt la vérité, enfin la réalité de la guerre en Syrie, et voir qu'en fait, bon, il y a plusieurs groupes qui sont très contradictoires, qu'il n'y a pas vraiment de héros, enfin, il n'y a pas vraiment de personnes qui ont la vérité absolue, que ce soit les Alaouis ou les sunnites ou les druzes ou les chiites. Bon, ils ont tous une raison d'être, ils se sont foutus sur la gueule depuis des siècles, c'est depuis longtemps qu'il y a des crimes de part et d'autre. Donc en fait, on peut arriver là-dessus, dans le but, on peut voir justement toute la diversité des causes, et voir qu'en fait, passant de l'un à l'autre, que finalement, il n'y a personne qui a vraiment la vérité. Donc ça pourrait être justement l'occasion de casser le mythe de l'héroïsme, en montrant que justement, les méchants, c'est pas forcément les alaouites, par exemple. Donc ça, c'est le premier point, et donc on parle du but, et aussi il y a le centre moyen, c'est que dans tout ce que tu définis, dans ton jeu, je vois pas exactement ce que font les gars. Ça n'a pas encore été fixé. Donc là, ça peut être. Parce que là, quand on a parlé de jeu de cartes, j'ai pensé un peu au jeu de société. Je me suis dit, quel est le jeu qui m'a vraiment montré où il y a vraiment eu des actes qui posaient problème ou qui posaient des questions de morale. Le premier jeu qui m'est venu, c'est Respublica Romana. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce jeu. Oui. Quelqu'un Alors, c'est un gros jeu de société qui a une trentaine de pages de règles. Enfin, qui joue en 7-8 heures. Quoi. C'est comme on faisait dans les années 80-90. Quoi. C'est ça, c'est notre génération. Voilà. Et donc, dans ce jeu, ce qui était vraiment super, c'est qu'on mettait donc des sénateurs et il y avait la possibilité de faire un procès en corruption contre un autre sénateur et évidemment de payer les juges pour qu'ils votent contre ou pour un procès en corruption. C'est qu'en fait, on corrompait les juges dans un procès en corruption. C'est assez. Tout à fait. Une autre. Moi, c'était pour répondre en fait sur l'argument du jeu de cartes. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont ce genre d'argument de des fois c'est juste un jeu, il ne faut pas non plus brider la créativité. Quand des fois j'aurais juste envie de faire un jeu de cartes, pourquoi est-ce que je dois réfléchir à cette histoire de représentation de figure homme ou femme? Non, mais c'est un vrai argument, je pense. Moi, je me dis, personnellement, quand je design, je me dis, dans l'avenir, dans un futur lointain, quand ils vont regarder ce qu'on a conçu, il y aura ceux qui diront ton jeu il va être dans deux catégories. Il va être dans la catégorie de ce jeu illustre parfaitement la mentalité de l'époque, et ce jeu illustre parfaitement comment ils essayaient de changer leur mentalité de l'époque. Et c'est ce que je dis en fait à chaque fois que je design, c'est que je peux choisir de juste faire un jeu, en fait,
et ça sera pas mal. Ce sera juste, je vais y insérer, même inconsciemment, et surtout si j'ai pas eu cette réflexion en amont, même si c'est pas le but de mon jeu, si j'ai pas fait ce genre de réflexion, fondamentale en fait pour faire le rapport avec la science, si j'ai pas fait ce genre de réflexion fondamentale en amont, même si c'est pas le propos de mon jeu, je vais inconsciemment recopier ces codes dans ce que je fais, donc je vais continuer à les partager. Là, on est entre jeux et mon les jeux. Donc voilà, on discute de ça, mais c'est vrai que c'est souvent des arguments qui reviennent. Et c'est compliqué, parce que oui, il y a des choses qui sont simples. Par exemple, les mécanismes de jeu, c'est vrai que c'est vachement plus simple de faire un mécanisme de destruction. Parce que c'est la nature d'un petit truc, c'est comme ça. Parce que quand on lâche une zone, il y a une monde dans l'air. Il y a plein de trucs qui sont d'habitude. Est-ce Non, mais aussi, mais n'empêche, enfin, la preuve de cette réflexion, c'est que c'est pas si évident de faire un jeu sans héros, sans machin, sans. Je pense que ça fait aussi que la raison pour laquelle on se heurte à l'obstacle. Et je dis pas que c'est bien, hein, ça plus, je dis vraiment pas que c'est bien que ce soit comme ça. Je pense un peu aussi que la raison pour laquelle on se heurte à l'obstacle, c'est que c'est pas comme ça qu'on gagne un jeu. On n'arrive pas en disant alors je veux que dans mon jeu il n'y ait absolument pas tout ça. C'est pas comme ça. On dit je veux dire ça avec mon jeu et du coup je vais faire des mécaniques qui vont avec. Mais si on a eu cette réflexion fondamentale en amont, on pourra faire gaffe tout le temps nous amène notre jeu de bon ok on aura un héros, il sera amnésique, il prendra des décisions tout seul pour l'avenir, mais on va essayer d'insérer dans le jeu des mécaniques qui diront que c'est pas forcément la violence qui va résoudre les problèmes. Que notre héros va prendre des décisions, mais ça va plus être encourager les gens à résoudre les problèmes eux-mêmes plutôt que aide à faire la réflexion en amont aide à avoir de ça déconstruire les codes pour pouvoir les utiliser. Tout à fait. Alors, donc, est-ce que je reprends brièvement pour les gens qui n'ont pas pu entendre ce qui s'est dit? Ou je peux arrêter tout de suite, hein. D'accord. Donc là, il vient d'y avoir une discussion très intéressante sur plusieurs points. Un point principal qui était soulevé, c'était la question de c'est juste un jeu. C'est-à-dire que parfois, on a un certain nombre d'expériences auxquelles on ne cherche pas à charger de sens exagérément. Et on peut très bien soit avoir du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire, soit juste pas se poser la question et que ça nous glisse dessus. Enfin, pour caricaturer, c'est à peu près ça l'idée. Attends, voilà. Ce quoi il a été répondu que, d'une part, c'est vrai, mais que du coup on pouvait avoir envie d'être promoteur spécifiquement d'une catégorie de jeu qui fait avancer les choses dans le sens qu'on souhaite faire avancer la société. Que même si des fois des gens, par exemple quand ils jouent aux cartes, ils se posent pas la question que c'est un roi et une reine, moi j'aurais envie que d'un seul coup, tiens, ils aient un paysan transsexuel, par exemple, histoire de rappeler... voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il faut voir aussi que dans les reproductions de l'ordre social, et on le voit même dans les jeux de cartes, on peut avoir des éléments cathartiques qui sont à l'inverse des contrepoints du modèle social, mais qui peuvent le renforcer. J'explose tout avec un joker, bon d'accord, mais... Enfin bon, je pense qu'on va pas tourner des heures sur le jeu de cartes non plus, donc voilà. Et alors, il y a eu un argument aussi sur la question du faire plus simple. Moi je sais que c'est un argument auquel j'adhère pas énormément. Je sais que dans certains cas, ça pose des problèmes très pratiques, mais que dans beaucoup de cas, c'est un argument qui va être employé pour ne rien faire. Pour ne rien faire dans un cadre où ça ne coûte pas forcément plus cher. En fait, pour ramener ça à un truc très concret, je me souviens que j'avais eu une discussion dans le débat sur jeux vidéo et islam, au Stunfest de 2014, où j'avais en face de moi quelqu'un, très sympathique par ailleurs, mais avec lequel j'étais en désaccord sur ce point-là, qui disait « Oui, mais les game designers, pour eux c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus logique de faire un personnage blanc parce que c'est le personnage qui n'a pas de feature spécifique que tu serais obligé de mettre en avant. Parce que c'est le truc par défaut. »
Sauf que c'est pas un truc par défaut naturellement. C'est un truc par défaut parce qu'on l'a construit comme tel. Donc, bon, c'est vrai que là, des fois, en ce moment, on galère un petit peu sur certains mécanismes et on se dit, mais comment faire des choses violentes ou, enfin, non violentes, et ainsi de suite. Moi, je pense, quand même, que ça vaut le coup de se lancer dans une démarche de réflexion et que peut-être on peut se mettre dans un état d'esprit où des mécanismes de résolution non violents peuvent être aussi simples que d'autres. Enfin, moi, j'y crois. Alors, attends, du coup, avant de... Je voudrais juste... non, enfin, sauf si c'était pour compléter sur ce point-là, ou... Pardon, D'accord. Il y a une question sur la quête de la vérité. Bah oui, enfin moi bon, je ne veux pas rentrer dans le débat sur la Syrie, surtout pas parce que j'ai pas assez de billes pour, mais sur la question de... Il a été dit, ouais, l'exemple du journaliste, du gars qui commence à bouger d'étudiant, qui commence à se renseigner, puis il y en a d'autres qui arrivent, on change de personnage, ça pourrait servir à une entreprise qui servirait à montrer que... finalement, dans les situations, il y a beaucoup de zones de gris, qu'il n'y a pas une vérité unique, mais en fait des vérités contradictoires qui s'affrontent parce qu'elles sont portées par des groupes d'intérêts antagonistes. Avec évidemment tout ce problème où on ne veut pas tomber non plus dans le relativisme culturel absolu, c'est-à-dire que toutes les positions se valent et à partir de là, c'est cool, quoi. On n'a pas le droit de critiquer, mais généralement, quand on tombe aussi trop facilement dans une critique unilatérale qui est basée en fait sur l'expression de notre propre groupe, celui auquel on appartient, celui on adhère, celui aux représentations desquelles on adhère, et ainsi de suite. Et donc ouais, c'est un point... C'est typiquement, ça peut être ce genre de choses qu'on peut voir dans ce genre de jeu. Et alors, que font les gars au final? Oui, donc effectivement, des jeux comme Respublica Romana ou Runta, pour ceux qui ont peut-être déjà joué à ce jeu magnifique. Je fais une petite pub pour Runta, au passage, un jeu de plateau, dans lequel vous jouez des dirigeants d'une république bananière. Le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, il y a l'aide internationale qui arrive, vous la répartissez entre vos différents ministères, c'est vous, et votre objectif, c'est d'essayer de faire passer le maximum de thunes sur votre compte en Suisse. Donc, globalement, et donc tous les moyens sont bons, assassinat, coup d'État... Ça se passe pas en France, bizarrement. Voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, vous avez une dénonciation de mécanismes de pouvoir, mais d'un autre côté, ils ont choisi de l'exosticiser. De le mettre en Amérique du Sud, et c'est explicite, hein, la monnaie, ça va être des mégapésos, je ne sais plus exactement ce que c'est, je ne sais plus si des gens se souviennent. Alors ça écorne au passage l'impérialisme américain, enfin bon, c'est quand même compliqué, mais ce qui rejoint en fait aussi en partie la dernière réflexion, qui était l'idée que des fois, tu fais un jeu dans lequel tu dis, bon, allez, tant qu'à faire, il y a ce truc-là et ce truc-là, j'ai envie qu'il soit dans mon jeu ou qu'il soit pas dans mon jeu, et puis bah tant pis, je vais pas faire le jeu qui contient tous les éléments. Donc peut-être qu'on peut aussi en parler. Et donc que font les gars au final? Bah, je sais rien, moi ça dépend du jeu. Dans un truc de post-apo, ils peuvent aller ramasser des brindilles de bois, ça a l'air super fun, je l'ai dit comme ça, mais pour essayer d'apprendre à faire un feu progressivement. Dans Organize, ils peuvent essayer de monter un syndicat en essayant de convaincre les gens que voilà, il faut se battre contre la firme qui nous exploite. Enfin, je pense que l'idée, c'est pas d'avoir un gameplay universel. Alors tu dis que monter un syndicat c'est quelque chose d'héroïque, bah tout dépend du contexte. Est-ce que c'est toi qui vas tout seul arriver et monter un syndicat, ou tu arrives dans un endroit où il y a un syndicat qui est en train de se monter, mais ils sont en but aux vexations du patronat, tu fais partie de l'aventure? Non mais justement, c'est exactement l'exemple de... ça commence comme... Là c'est tout collectivement des solutions. Donc ça véhicule un méthode déjà les gens sont ça. C'était l'idée pour faire un brainstorm ou un... On va commencer dans un... Ouais, excuse-moi, du coup je me suis laissé emporter. Non, pas de soucis, c'est juste qu'on doit conclure la partie... Ouais, donc je termine là mon talk. Ceux qui sont intéressés par réfléchir, soit pour dire que c'est foutu, soit pour m'aider ou pour se lancer dans leur projet, principalement pour m'aider j'imagine, dans ce genre de projet avec leurs suggestions, je leur propose, s'ils veulent, j'ai pas amené de jeu pour jouer, mais je leur propose à la place de faire une sorte de mini game jam dans lequel on échange des idées sur cette question-là, où on essaie de réorienter un petit peu les choses. Et puis donc, j'ai besoin du tableau, je pense essentiellement, et puis de mon ordi pour écrire, pour faire le compte-rendu derrière. Et puis de la bonne volonté des gens que ça pourrait intéresser. Et puis pour l'instant, les autres qui veulent enfin pouvoir se jeter sur le coca ou dire tout le mal qu'ils pensent de ma vision terriblement classiste des jeux vidéo. Merci beaucoup. Merci.